Nous sommes mardi 7 juillet 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française dont voici les principaux titres. Dépistage massif de la Covid-19 dans 3 communes pilotes à mairie de Bujumbura depuis ce lundi. Le ministre de la Santé se félicite que la population a massivement répondu à ce rendez-vous. Au moins 18 personnes ont été assassinées, 25 arrêtées arbitrairement et 9 autres ont été torturées. Ces chiffres figurent dans le rapport d'Akate Burundi pour le mois dernier de juin. Et vers la fin de ce journal, vous suivrez le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous parlons de la coopérative qui rassemble des Burundais et des Rwandais tout près du camp des réfugiés de Mahama. C'est au Rwanda voisin. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue Page Santé pour démarrer cette édition. C'est en tournant à 180 degrés, le gouvernement décide plutôt de s'attaquer à la pandémie du coronavirus. Une campagne de dépistage de masse à travers le pays a été lancée ce lundi. La campagne a commencé dans 3 communes pilotes en mairie de Bujumbura et elle s'étendra dans les autres parties du pays à partir de la semaine prochaine. Suivez les explications du ministre de la Santé, Tade Ndikumana. Nous lançons l'appel à la population que le fait de se faire dépister, c'est une chose, mais la prévention compte beaucoup. Il faut que la population observe les mesures d'hygiène, se laver les mains avec du savon et l'eau propre, le plus souvent possible, et aussi désinfecter les lieux, notamment au niveau des bureaux, et éviter de se toucher par les mains, de s'embrasser, et ça compte beaucoup. Et aussi, la propriété nous évitera aussi d'autres pathologies comme les grippes et les maladies des messages. Nous avons eu beaucoup de cas qu'on le croyait. Et donc, on avait tablé sur 250 personnes, mais nous avons vu que c'est déjà le double. Et ce qui montre que les équipes techniques au niveau du ministère de la Santé doivent travailler assidûment jour et nuit pour pouvoir satisfaire toutes les demandes de la population. Et à l'intérieur du pays, c'est prévu et parce que les équipes techniques au niveau du laboratoire sont déjà parmi les équipes que vous avez vues ici pour apprendre sur le terrain. Et d'ici la semaine prochaine, ils pourront retourner à l'intérieur du pays parce que nous avons prévu le dépistage à base de jeunes experts, c'est-à-dire c'est la PCR à base de jeunes experts. Nous avons les appareils dans chaque province et qui vont servir la population de l'intérieur du pays parce que nous avons vu au niveau épidémiologique à l'intérieur du pays, jusque-là, nous n'avons pas de cas. Et nous avons des cas dans des provinces comme Gitega-Royigi, mais un seul cas qui a été traité, guéri. Et il est facile que la population puisse continuer à consulter les centres de santé et on va faire le prélèvement sur place et acheminer les échantillons au niveau de chaque province. Donc, nous pensons que d'ici la semaine prochaine, on va démarrer avec D'après ce que nous avons observé, si le diagnostic est précoce, le traitement est facile et la guérison devient spontanée. Page droit de l'homme à présent, au moins 18 personnes ont été assassinées, 25 arrêtées arbitrairement et 9 autres ont été torturées. Ces chiffres figurent dans le rapport d'Akate Burundi pour le mois de juin. Pour Augustin Nimona, chargé de la communication, c'est de cette organisation. Les présumés auteurs de ces violations des droits de l'homme sont les jeunes Imbonerakure et certains agents de sécurité. Suivez. Nous avons pu recenser 18 cas d'assassinat, 4 cas d'enlèvement, 25 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que 9 cas d'atteinte à l'intégrité physique, dont parmi les 9, il y en a qui ont été torturés, d'autres qui ont été blessés par les Imbonerakure en particulier. Parmi toutes ces violations des droits de l'homme, il y en a parmi les auteurs, il y a les forces de l'ordre, notamment certains policiers, certains agents du service national des renseignements, ainsi que certains militaires, mais également certains administratifs à la base. Et dans ce rapport, la CAT dénonce des cas de harcèlement et d'intimidation à l'endroit des militants d'opposition, notamment les militants du parti CNL, qui sont arrêtés, torturés, voire même assassinés, pour la simple raison qu'ils ont participé aux élections
qu'ils ont été des mandataires de leurs partis politiques ou même des observateurs de ces partis lors des élections du mois de mai. Toutes ces violations qui sont perpétrées contre tous ces militants montrent que le processus électoral a été émaillé de violence et que même les prochaines échéances électorales vont se dérouler comme les dernières. À part tout cela, nous remarquons aussi des cas d'enlèvement qui deviennent de plus en plus récurrents, notamment des gens qui sont appelés au téléphone et qui se déplacent pour répondre à un coup de téléphone, mais qui ne reviennent pas. Et tous ces cas sont récurrents ces derniers mois, notamment ce mois de juin, où 4 personnes ont été enlevées dans des conditions similaires. Et au regard de tout ce qui est marqué dans ce rapport, la CAD de Burundi demande au gouvernement burundais d'arrêter toutes ces formes de violation des droits de l'homme et de bannir surtout des discours de haine qui sont propagés par certains militants du parti au pouvoir. Et la CAD Burundi demande également aux institutions nationales des droits de l'homme, notamment la CNDH, et disait de son pouvoir afin de suivre de près toutes ces violations des droits de l'homme, notamment ces cas de militants du CNL qui ont été arrêtés surtout le jour du vote, le 20 mai, où des centaines de gens ont été arrêtés et emprisonnés illégalement. Et dans la suite de sa campagne intitulée « Le prix mortel de l'opposition », l'initiative pour les droits humains au Burundi, nous parle aujourd'hui de l'assassinat d'Evariste Nyabenda, âgé de 22 ans, qui était membre du parti CNR et propriétaire d'un bar dans la commune Marangara, province Ngozi. Evariste Nyabenda est décédé le 7 novembre 2019 suite au coup lui infligé par les Imbonerakure alors qu'il tentait de les empêcher à malmener ses clients. Suivez ici Karina Tartsakian, elle est chercheuse au sein de l'initiative pour les droits humains au Burundi. Le 5e cas dans notre série, le prix mortel de l'opposition, c'est le cas d'Evariste Nyabenda, un jeune homme de 22 ans qui était membre du parti d'opposition, le CNL, et propriétaire d'un bar dans la commune Marangara, province de Ngozi. Tout a commencé le 13 octobre 2019, quand un groupe d'Imbonerakure s'est réuni près du bar d'Evariste Nyabenda et a commencé à menacer des personnes qu'ils accusaient d'être leurs opposants politiques. Ils ont commencé à frapper 2 hommes, 2 clients qui étaient dans le bar, qui étaient membres du CNL. Evariste Nyabenda, qui était présent, a essayé d'intervenir, leur a demandé pourquoi ils étaient en train de battre ces gens. Et puis les Imbonerakure s'en sont pris à lui immédiatement. Ils ont commencé à battre Evariste Nyabenda très violemment. Ils ont également battu 2 autres hommes dans le bar. Puis ils les ont emmenés, tous les 5, au centre de détention local. Là, les policiers qui gardaient le centre de détention leur ont demandé s'ils avaient un mandat d'arrêt pour ces gens. Mais les Imbonerakure ont répliqué qu'ils n'avaient pas besoin de mandat et ils ont ordonné aux policiers d'enfermer ces 5 personnes. Evariste Nyabenda a pu sortir du centre de détention après 2 jours, mais il était gravement blessé et très faible suite à cette attaque. Malheureusement, il n'a pas osé se rendre à l'hôpital pour se faire soigner puisqu'il avait peur d'être arrêté de nouveau par ces Imbonerakure. Alors après quelques jours, un ami a vu qu'il allait très mal et il l'a emmené à l'hôpital, mais Evariste Nyabenda est décédé de ses blessures le 7 novembre. Jusqu'à ce jour, aucun des Imbonerakure qui a participé à cette attaque n'a été arrêté ou traduit en justice, bien que plusieurs témoins aient pu les reconnaître et les citer de nom. Donc une fois de plus, cet exemple illustre l'impunité quasi totale qui protège les membres du parti au pouvoir. Poursuivant cette édition, le gouvernement du Burundi n'a pas assez de devises pour qu'il puisse payer ses arriérés dans la communauté est-africaine.
Constat d'Emmanuel Ngengurutse après la résolution prise récemment par l'Assemblée législative de la communauté est-africaine pour non-paiement des contributions annuelles. Cet ancien sénateur indique aujourd'hui, pour élaborer certains projets, le gouvernement contracte des crédits auprès de la BRB. Suivez. Le Burundi a des difficultés financières actuellement. Et ce n'est pas honteux de le reconnaître. Il faut que le gouvernement revienne à la raison. Reconnaisse qu'il a des difficultés financières. Le problème, l'ennui, ce ne sont pas les difficultés financières, c'est comment on gère ces difficultés. Alors, ces arriérés dus à l'EAC sont nécessairement dus au manque de ressources financières, surtout en devises. Ça, le gouvernement ne peut pas dire qu'il n'a pas de difficultés lorsque l'on sait qu'il y a une dette intérieure énorme et qu'il a des difficultés de financer les importations. Ça veut dire que vous financez ça en dollars ou en devises, en monnaie étrangère. Ce n'est pas l'EAC seulement à qui le Burundi doit des arriérés. Il y en a beaucoup, il faudrait vérifier. Mais je sais qu'il y a d'autres organisations qui requièrent, n'est-ce pas, que le Burundi paie ses arriérés, et qui se comptent en dizaines de milliers de dollars américains. Maintenant, avec l'insécurité qui règne au Burundi, l'instabilité, c'est un pays qui n'attire, vu qu'il n'y a pas de devises suffisantes, il n'y a pas de réserve. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils n'ont que 3 semaines de réserve pour l'importation. Et c'est ça, réellement, le barème pour voir le niveau, n'est-ce pas, de financement des besoins en dollars qu'un pays peut avoir. Les conséquences de l'expulsion du Burundi seront énormes, entre autres la perte du marché commun où le Burundi vend et achète les produits à un prix bas. Encore une fois, Emmanuel Ngengurutse. Les conséquences sont liées à la perte d'avantages qu'on tirait principalement du marché commun de l'Afrique de l'Est. Le marché commun qui vous permet, n'est-ce pas, de vous approvisionner sur le marché unique et à moins cher, n'est-ce pas, finalement, les devises que vous allez payer. Le coût des importations, n'est-ce pas, n'est pas aussi élevé que si on devait importer des marchandises en dehors de la région. Et deuxième chose également, c'est un marché d'écoulement également de nos exportations. Ça, c'est un grand avantage. On ne pourrait pas donc perdre ce marché sans trop de conséquences sur l'économie nationale. Un autre avantage qu'on perdrait, c'est la libre circulation des personnes, et bien sûr qu'il y a la libre circulation des marchandises. C'est le mois présent du mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie par les médias Inzamba, RPA et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous parlons de la coopérative qui rassemble des Burundaises et des Rwandaises tout près du camp des réfugiés de Mahama. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Thierry Guindavi. Certaines femmes burundaises réfugiées au camp de Mahama à l'est du Rwanda se sont associées aux femmes rwandaises de la région pour créer une coopérative agricole. Cette coopérative est soutenue par la Maison Shalom. Quel est son apport pour ces femmes? Quels sont les défis auxquels elles font face? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 juillet 2020. Thierry Bigindavdi est à la présentation. Bienvenue. Abanyamwete est le nom de cette coopérative de femmes qui vient de récolter leur première moisson de soja. Elles ont aussi un chat d'oignon rouge. Emile Nibasumba de la radio RPA leur a rendu visite.
Plus ou moins 1 mètre de distanciation physique. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 19 à labourer un champ d'environ 2 hectares tout près du camp des réfugiés burundais de Mahama. Les précautions liées à la Covid-19 exigent également que ces femmes burundaises et rwandaises soient masquées. Leur première récolte de soja pèse 1 tonne et elles préparent aujourd'hui le terrain pour la plantation des pastèques. Angélique Nyabenda, réfugiée à Mahama, est membre de cette coopérative agricole dénommée Abanyamwete depuis le début de l'année. Nous cultivons le soja et les oignons. Et aujourd'hui, nous sommes en train de laborer pour la plantation des pastèques. C'est pour le développement de nos familles et nos voisins. Cette coopérative a renforcé la cohésion sociale au sein des réfugiés burundais et de la communauté rwandaise. La rwandaise Francine Nyirahakizimana est également membre de la coopérative. Nous cultivons ensemble. Nous sommes devenus unis, les Burundais et les Rwandais, parce que nous nous retrouvons toutes dans ces activités de développement. Le champ exploité est loué par la Maison Shalom jusqu'en 2022, mais ces Burundaises et Rwandaises voudraient avoir leur propre champ. Elles ont également besoin d'un marché permanent. Leur récolte de soja attend d'être écoulée depuis plusieurs jours. Ces femmes à Banyamwete ont commencé d'abord à apprendre les techniques de fertilisation du sol et de culture sélective des plantes utilisées en agriculture moderne. L'agronome Arben Yonkuru est leur formateur. En premier lieu, elles ont appris les méthodes agricoles dans des champs-écoles. Nous avons commencé à leur apprendre comment on fait le compostage. Après, elles ont fait la pratique sur un autre champ, leur apprenant les méthodes de cultures associées pour une moisson diversifiée. Ce champ que la coopérative Abanyamwete exploite a été loué au début de cette année par la Maison Shalom pour une période de 2 ans. Marguerite Baranghitse, la fondatrice de la Maison Shalom, indique que l'objectif était de faciliter l'intégration des réfugiés dans la communauté d'accueil. Le réfugié ne doit jamais se stigmatiser lui-même. Si nous avons été accueillis par nos frères, nos sœurs jumelles, les Rwandais, il faut qu'à notre tour, nous puissions nous réinsérer. Dans tous les programmes, nous avons voulu réinsérer, travailler ensemble avec la communauté d'hôtes, la communauté rwandaise, je dirais la communauté rwandaise et burundaise. Nous vivons de l'agriculture. Nous nous sommes dit, pourquoi les mamans meurent de faim alors que je peux louer un terrain où elles travailleront ensemble, les mamans vulnérables du camp de Mahama et les mamans vulnérables de la communauté de Mahama, parce que nous sommes des jumeaux, pour aussi intégrer et rester comme des frères et des sœurs, faire ce rayonnement des valeurs de la compassion et des valeurs d'Ubuntu. Les femmes membres de la coopérative Abanyamwete comptent transmettre les connaissances acquises aux autres. Cette coopérative a renforcé les relations de bon voisinage entre les réfugiés burundais et la communauté rwandaise des Anvilo du camp de Mahama. Merci à Thierry Bigui Lindavi. Avant de clore cette édition, en bref, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 260 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mosesi et J.D. Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.